J'ai commencé vraiment la charpente de marine et j'ai appris la charpente de marine en 2004. On peut apprendre à tout âge. Hein. J'ai commencé à 30 ans. Quoi. Avant, je faisais vraiment autre chose. Je suis resté par exemple 4-5 ans ici, à apprendre le métier. Donc j'ai vraiment dans un système d'apprentissage. Et après, j'ai fait un petit peu à droite à gauche d'autres métiers sur d'autres chantiers. J'ai eu l'occasion après d'être contacté par une association qui s'occupait des jeunes en difficulté sur Bordeaux, qui restaurait un vieux gréement, un des derniers vieux gréments faits par les frères Tramasset. Donc pour moi c'était vraiment génial de pouvoir être sur ce projet. C'est là où j'ai aussi confirmé un petit peu, me dire bon ben là je passe, on va dire maître d'œuvre à un moment donné, responsable de restauration auprès des jeunes, auprès d'autres. J'ai pris beaucoup de stagiaires des écoles. Je faisais un petit peu du théâtre de rue, des trucs comme ça, et je me rêvais une roulotte en bois. Donc j'étais venu proposer mes services à l'époque où ils ont remonté l'association ici, je crois que c'est autour de 97, en échange de la réfection du bâtiment, je voulais des conseils pour apprendre à faire du bois. Quoi. En 2004, je suis revenu ici et là j'aurais dit voilà, bon, là je veux vraiment maintenant partir dans ce métier du bois, notamment de la charpente de marine. Je crois que ça a duré 1 an où je venais tous les jours ici de voir comment je pouvais aider et comment je pouvais apprendre le métier. Et voilà, ça s'est fait assez naturellement avec Loïc à l'époque, puis d'autres charpentiers qui étaient là sur le site, qui m'ont... Voilà, je les ai regardés, puis j'ai appris les gestes. Et puis ça s'est fait vraiment sur le tas. Quoi. J'ai pas fait d'école de charpente de marine, par exemple. Il y a 3 services civiques qui nous ont rejoints, qui sont déjà soit dans le métier du bois, soit qui vont préparer une école de charpente de marine derrière. Alors c'était super le Lotcast Aventure, c'est parce que c'était dans le cadre d'un échange qu'on fait. Alors avant ça s'appelait Fleuve Nomade, donc on avait fait une rencontre d'abord téléphonique, tout ça, avec un des derniers charpentiers qui pouvait nous transmettre la construction de leur Lotka. Donc on a tout mis en place, il devait venir, et puis au dernier moment, il n'est pas venu, quoi. Donc évidemment, trouver des plans de Lotka, alors que c'est sur une petite zone, dans un delta, je pense que c'est que de la transmission orale de construction là-bas. Donc on a trouvé sur internet un premier petit plan d'une des 3 vues qu'un plan suppose. On a vérifié sur les 3 vues pour voir le volume, puis on a corrigé. Et puis quand on corrige sur une vue, on corrige sur l'autre. Sur l'autre, ça redonne ça, ça revient sur l'autre vue, et ainsi de suite. Et voilà, jusqu'à avoir des lignes un peu belles, puis ça donne ce bateau. Donc autour de ce chantier un petit peu bateau, il y a beaucoup d'actions de vie sociale, déjà locale, qu'on essaie d'entretenir parce qu'on trouve que je trouve que c'est un poumon sur le lieu qui amène justement cette richesse de rencontres humaines ici. Le plus possible du coup qu'il y ait de l'action qui s'y mène aussi. Donc d'abord aussi de permettre à des gens soit de se faire restaurer les bateaux, soit aussi de leur permettre d'arriver et d'avoir un lieu et des conseils pour pouvoir restaurer leurs bateaux. Et puis des événements culturels comme notre rencontre des bateaux en bois et autres instruments à vent qui tous les ans
fédèrent beaucoup de monde, qui permettent aussi d'avoir une vitrine, une image du chantier. C'est un lieu magique. C'est un lieu magique tout le temps. C'est un lieu magique parce qu'il est beau. C'est un lieu magique parce qu'il reste sauvage. C'est un lieu magique parce qu'on y rencontre des gens formidables. J'ai toujours été institutrice de maternelle. Je suis arrivée au chantier parce que c'était quand même très attrayant comme lieu sauvage. Les chantiers, c'était une famille de charpentiers de marine. Ce chantier date de fin 19e, quoi. Donc c'était 5 frères qui travaillaient encore très au ralenti parce qu'ils étaient âgés. Et ça faisait partie un petit peu des derniers travaux, des derniers ouvriers qui étaient sur le territoire. Les filadières, les coureaux, les 2 frères là, demandaient énormément d'entretien. Il faut les repeindre tous les ans, il faut les calfater, Donc les Urmiques ont fait un chantier de péniches en fer et réparé les péniches en fer de l'autre côté de la Garonne, au Tourne. J'ai connu les chantiers à travers mes filles qui étaient adolescentes et qui venaient donc, c'était leur terrain de jeu. Et le chantier était à l'abandon. C'était complètement en friche, ça sortait de la ville, du petit village à côté qui était bien cadré, bien traditionnel, voilà. Et j'aime bien ce qui est un peu sauvage. Petit à petit, ils ont restauré la halle. Plus tard, ils ont restauré l'étuve, qui est quand même classée. Ils ont entretenu les arbres parce qu'il y en avait partout, ça tombait. Ils ont construit un carrelet, un autre carrelet vraiment traditionnel, avec le passage qui partait jusque sur la Garonne, mais ça demande beaucoup d'entretien. Et le carrelet actuel a été fabriqué par des étudiants en architecture qui se sont beaucoup investis là-dessus. Je le trouve magnifique. Moi, je n'avais plus mon bateau, donc j'ai fait longtemps partie de la commission NAV, c'est-à-dire des gens qui aiment la voile et qui, tous les ans, pendant l'hiver, on restaure les bateaux en bois, ce qui demande beaucoup de boulot, et en été, on navigue sur la Garonne, c'est particulier comme navigation, parce qu'il y a énormément de courants, il y a énormément de bancs de sable dans la Garonne. Je joue du violon depuis l'âge de 12 ans, avec un merveilleux professeur qui n'était pas du tout pédagogue, mais qui était vraiment artiste, une vieille dame, qui était premier prix du Conservatoire de Paris et qui aurait pu faire une carrière internationale, mais qui a préféré rester avec son mari sur Bordeaux. Et j'ai eu la chance de tomber sur une belle artiste, une très vieille dame. Et donc je lui mettais un petit violon entre les mains et on jouait, et c'était beau. Sans être professionnel, on joue tout seul dans son coin et ça, c'est pas très intéressant. Et là, j'ai découvert la musique traditionnelle à l'occasion d'un bal qui se passait au Tourne, parce que ça commençait un peu à traverser l'Esteye.
quand on est habitué à jouer sur partition, de savoir où on est sur son instrument, à quelle hauteur. Donc j'ai rencontré, tout le monde connaissait la musique traditionnelle, sauf moi, mais j'ai vraiment senti que ça c'était une musique orale et qu'il fallait le faire sans partage d'oreille. Et alors l'oreille se fait assez rapidement parce que sinon on joue pas, quoi. Et pour moi la musique c'est jouer avec les autres, quoi. C'est pour ça que j'ai abandonné le classique avec beaucoup de sérénité. Le principal, c'est de danser, d'être heureux et puis de prendre du plaisir, quoi. Et ça, c'est une musique qui fait réellement plaisir. Et une philosophie d'accueillir les gens, une philosophie de préserver les berges, de préserver le lieu, de ne pas trop le clôturer, de donner envie de visiter, puis un projet sur ce fameux Coureau qui est là derrière, qui est un projet ambitieux. Peut-être que par petites zones comme ici, comme nous on a voilà, des viticulteurs bio qui arrivent ici, donc on les fait connaître. Ça participe aussi à cet échange de prise d'attention, en tout cas de dépenser moins de carburant, essayer d'être sur le local, tout ça, essayer d'utiliser nous, pas tout le temps, mais des produits le plus écologiques possible. Ça c'est sûr, on y prête attention, c'est obligé. Mais on ne peut plus faire l'impasse pour ce qu'on va laisser. Moi j'ai 2 enfants, je ne veux pas voilà, ça fait partie de de leur laisser le plus possible, même si on est déjà bien submergé par toute cette pollution.